N'avez-vous jamais croisé une folle ou un fou dans votre ville? Votre village, peut-être. Il y avait une femme, Denise, qui vivait seule dans une bourgade française de la Drôme provençale. On ne sait pas très bien comment sa démence a commencé, mais elle avait vécu la plus grande partie de sa vie comme femme au foyer, et c'est après la mort de son mari que tout a commencé. Elle est là, postée sur sa terrasse, sous la pergola recouverte de lierre et de fleurs. Elle se balance sur son rocking chair. La route de campagne passe devant chez elle, à une dizaine de mètres à peine. Aussi quiconque passe par là a des chances de la voir. Et ce jour-là, deux garçons arrivent au loin sur leur VTT. Ils vont vers la forêt pour se rendre ensuite à la rivière et piquer une tête. Il commence à faire chaud, c'est presque l'été. La vieille fronce les sourcils, serre la mâchoire à s'en déformer les dents. Elle n'aime pas beaucoup les gens d'ici, et on peut dire les gens tout court, d'autant que les jeunes ont tendance à l'insulter. L'un d'eux envoie de temps à autre des canettes de Coca-Cola sur son terrain. Quand les deux jeunes passent à sa hauteur, la vieille ne les quitte pas des yeux. L'un d'eux freine puis s'arrête et lui dit « Ça va la folle? Tu t'ennuies pas trop ?» Il rigole d'un rire niais et poursuit. L'autre, plus craintif et respectueux, le réprimande. « Pourquoi tu lui parles? Elle est pas nette celle-ci. Ah, fais pas ça s'il te plaît. » Il s'éloigne. La vieille sent une colère en elle. Elle ne les quitte pas des yeux, tend sa main droite pour prendre quelque chose au sol. Elle écarte d'un geste sec une petite couverture à carreaux délavée. Et dessous, une carabine. Si vieille qu'on ne lit plus la marque dessus. Elle la ramène à elle en tremblotant. Ça pèse un peu. Mais elle parvient à prendre la position. Elle prend l'un d'eux en joue. Étrangement, celui qui ne lui a pas adressé la parole. Elle prend son temps pour viser, mais elle manque de force, et ses mains ont une fâcheuse tendance à trembler depuis quelques semaines. Dans le ciel, il y a une lourdeur, comme un orage en préparation. Elle prend une grande inspiration et presse la détente. On entend un clic, mais aucun projectile n'en sort. « Un jour, qu'elle dit à voix haute, un jour j'irai à la grange chercher 2-3 cartouches. Et ce jour-là, il vaut mieux pour vous que je ne sache pas viser. » Sur ces mots, elle remet la carabine sous la couverture. L'arme n'est que dissuasive, mais pour la première fois, elle envisage sérieusement de la charger. Elle se balance un peu sur son rocking chair et s'adresse au ciel. Ça aussi, c'est une première. Normalement, elle marmonne des choses quand elle fait la lessive ou qu'elle doit ajouter de l'huile au moteur de son 4x4 Toyota. L'ennui ou la solitude, diront certains. Mais on a vu tant de gens marmonner, des gens bien entourés, avec famille, voisins et une vie sociale bien remplie. Et si on pousse le raisonnement plus loin, on peut dire que nous parlons tous seuls. Certains le font à voix haute, et on les dit fous. Et la plupart le font en silence, et on les dit normaux. Mais là, Denise s'adresse au ciel. « Désormais, c'est plus Denise, la gentille petite femme à son mari. La petite Denise qui repasse, lave, range, essuie, égoutte, rafistole, coud. Maintenant que Jean est mort, cette maison me répugne. Je ne suis plus la Denise. Maintenant, c'est Derrick, sur son rocking chair. Et celui qui me cherche querelle aura du plomb au derrière. » Elle marque une pause, arrête de se balancer et saisit une bouteille sur sa gauche. Elle est pleine de glaçons et de citron. Elle en boit 2 gorgées et reprend de plus belle. « Maintenant que je suis Derrick, faudrait que je me mette à la bière, hein? T'en penses quoi, toi, Dieu? Paraît qu'il faut pas te chercher dans le ciel. Bah, moi, j'ai beau regarder au-dedans de moi, je vois rien. Rien que de la gerbe. Ah, tu me répugnes. T'es qu'un immense salopard. On devrait rajouter ça dans tous les textes sacrés. Dieu salopard. Ouais. T'es qu'une ordure. Tu m'as acheté sur cette terre et me voilà, sans mari, sans rien à faire, morte d'ennui, à petit feu. Et ces gens qui me disent fou,
Ils me disent folle. Et ces jeunes qui souillent mon jardin et me manquent de respect. C'est ça, ta miséricorde. Tu peux bien aller te faire, monsieur Grande-Barbe. Moi et ma carabine, on va commencer à faire le ménage, et bien comme il faut. Denise sans chiffon, c'est fini. Derrick et sa carabine maintenant. Pas demain, non, maintenant. Tu vas voir comment j'honore ta création et le présent. Tiens, je vais aller m'entraîner à l'arrière. Marre des paroles en l'air. Elle se lève brusquement, fait craquer sa hanche et manque de perdre l'équilibre. Dans le ciel, les nuages noirs se regroupent. Elle longe la maison et arrive dans le jardin. Soudain, un éclair surgit au loin. Elle n'y fait pas attention, car elle est de dos. Mais elle sursaute en entendant le tonnerre. Elle se retourne et là, elle le voit. Les traits d'un visage dans le ciel, informe, malsain, malveillant, diabolique. Une expression d'agonie et de cruauté mêlée. Plus jeune, elle aimait voir dans les nuages blancs des animaux ou des objets. Mais là, dans le ciel noir, elle voit bien un visage lugubre. L'orage et la pluie s'ensuivent. Le visage se dissipe comme un mauvais rêve. Elle se cramponne toujours à sa voiture, plisse les yeux pour essayer de le voir, mais il a disparu. Elle renonce à sa séance de tir et revient timidement chez elle. Elle ouvre la porte de derrière, la laisse claquer et va s'asseoir en silence sur le sofa. Elle a peur. Mais elle a toujours cette colère logée. Elle ne savait pas qu'elle était si en colère. Oh, beaucoup de femmes ne le savent pas, les hommes non plus, encore que ça peut faire viril de sortir de ses gonds. Mais globalement, on n'imagine pas à quel point les gens sont frustrés, amers et terriblement en colère. Elle reste assise là, sans même allumer la télé, à écouter l'orage et la pluie contre les vitres sales de sa fenêtre. Elle se dit que les deux jeunes vont prendre une saucée. Un sourire de malice se dessine sur ses joues ridées. Mais son sourire disparaît. Une douleur au fond de la bouche. Elle y met un doigt. C'est l'une de ses dents du fond, oui. Elle remue un peu, puis elle tire. Elle n'a pas à tirer beaucoup pour extraire la dent morte. Elle reste un moment à regarder la dent entre ses doigts, puis se met à insulter le ciel avec une véhémence insoupçonnée. Elle lui reproche tout, sa vie de femme au foyer, l'incivilité des jeunes, la mort de son mari, son ennui, ses projets avortés, ses 2 enfants qui ne viennent jamais la voir, les politiciens, les joueurs de foot et leurs millions, et tant de choses qu'elle passe littéralement 3 heures à jurer dans son salon. Elle finit par s'endormir à même le sofa, harassée, la langue sèche, les joues rosies. À l'aube, elle va se faire un café. Elle a un peu mal à cause de la dent arrachée. Mais elle a désinfecté. Et ça devrait aller. Elle a encore son rêve en tête. Elle était au front à attendre que l'ennemi passe, planquée comme un sniper avec sa petite carabine, tandis qu'un chat noir lui tenait compagnie. Elle se demande ce que ça veut dire, se regarde dans le miroir et dit « Me regarde pas comme ça, Denise. Derrick sait très bien ce qu'il fait. Il lui faut un peu d'entraînement, mais ensuite ça canarde. Et en plein dans le mille. Je peux te dire que je vais leur faire une belle faveur aux parents. Des gosses aussi attardés, c'est pas un cadeau pour cette planète. Y a qu'à voir ce qu'ils écoutent. Du reggaeton ou reggaeton, toujours le même rythme stupide. Quant aux paroles, je t'en parle pas. C'est la fin. Le changement climatique, c'est rien. Juste la conséquence extérieure de leur psyché malade. Ce sont eux les fous. Ils sont mauvais. Y a qu'à voir comment ils s'en prennent à une pauvre femme sans défense. Mais ça, c'était avant. Derrick va se charger de tout ça, ouais. Et de ce pas. Elle va pour se peigner, mais s'immobilise. Elle sort de la salle de bain, descend les marches en bois qui craquent à en faire trembler la maison, sort par l'avant et saisit la carabine qu'elle a oubliée là, sous la couverture. C'est un peu trempé, mais la pergola a protégé plutôt bien l'arme de la pluie. Elle l'essuie avec la couverture, re-rentre, traverse le salon, puis la cuisine au carreau blanc,
ressort à l'arrière. Là, au milieu du jardin, un tronc et une hache que feu son mari Jean avait l'habitude d'utiliser pour couper du bois de cheminée. Elle va jusqu'à la grange qui sert de débarras. Elle pose la carabine dans l'herbe grasse et mouillée. Elle cherche dans son trousseau de clés qu'elle a attaché à sa ceinture la bonne clé. Elle défait le cadenas et ouvre à grand-peine les lourdes portes. Elle cherche l'interrupteur, l'enclenche, et une ampoule s'allume. Elle pend au bout d'un fil. Il y a un plan de travail avec une scie, des tenailles et des outils variés. Un meuble à étagère dans le coin. Elle y va d'un pas assuré. La lumière est tamisée. Elle prend quelques objets et les ramène à la lumière du jour. Il fait gris, mais on voit mieux. Des allumettes, une petite boîte en fer avec des timbres, un pot de peinture et une boîte avec des cartouches. Elle laisse tout retomber au sol, sauf la boîte à cartouches qu'elle ouvre. Elles ont l'air intactes. Elle ouvre la carabine et commence à charger. Elle reprend le pot de peinture et va le poser à côté de la hache plantée dans le tronc. 20 pas pour s'éloigner de la cible, et la voilà en place, prête à tirer. « C'est l'instant de vérité, salopard !» qu'elle dit. « On va voir si j'ai du talent. » Elle prend une profonde inspiration, fait retomber la rage en elle, qui stagne dans le fond comme la vase dans un lac. Le temps semble s'arrêter. Elle sait qu'elle peut le faire. En fait, tout va dépendre de ce tir. Elle veut atteindre la cible du premier coup. Elle sent sa poitrine se calmer, ses pieds s'ancrent dans le sol. Un vent léger vient agiter les feuilles des arbres et la haie. Mais elle reste concentrée. Elle presse la détente. La balle sort, fuse dans l'air humide, perfore le pot de peinture qui gicle partout. La hache reste stoïque. Denise, alias Derrick, ne le sait pas. Mais Dieu l'observe, dans cette hache immobile. Dans le ciel, bien sûr, ou encore à travers les yeux du chat noir perché sur l'une des branches du chêne. Le chat n'a pas pris la fuite. Il a suivi le tir. Il reste là, à observer. Denise écarquille les yeux. Elle a du mal à y croire. Mais son pouls s'emballe et elle réalise qu'elle a fait mouche. Qu'elle s'écrie. « Ah, c'est pas vrai! Je suis une tireur d'élite. Je le savais !» Elle a un rire enfantin, une joie enfantine. Puis ses plans macabres reviennent au-devant d'elle, comme un film qui défilerait sur un écran, qui vous masquerait la vue, qui vous gâcherait la vie. Elle va remettre une cartouche de plus dans sa carabine et va se poster sur son rocking chair tout près de la route. Elle attend avec impatience. Ce tir réussi la conforte dans ses projets. Pourquoi un tel talent si c'est pas pour l'utiliser? Il doit bien y avoir une cible à venir. Elle attend toute la journée. Mais rien. Personne ne sort avec ce mauvais temps. Alors, frustrée, elle prend sa voiture et va en ville. La carabine est sur le siège passager. Quand elle se gare sur le parking de son restaurant favori, elle sent une boule au ventre, des fourmis dans ses bras, un poids dans la poitrine. Ça fait des mois qu'elle n'est pas venue. Avant, elle y allait toutes les semaines, 2 ou 3 fois. C'est à peine si elle se rappelle du goût de la tarte au citron qu'elle a l'habitude de prendre. Elle voit dans le rétro central qu'il n'y a pas trop de monde. Le resto sert des hamburgers, de grandes banquettes rouges et blanches, du café à volonté, à l'américaine quoi. Et elle adore ça. La France ne l'a jamais tout à fait charmée. Si ce n'est pour sa littérature, ça oui. Elle reconnaît que Chateaubriand savait écrire. Mais elle trouve que ce pays est devenu l'ombre de lui-même. L'incivilité est devenue flagrante, même dans les campagnes. Cela ne justifie en rien ce qu'elle s'apprête à faire. Mais c'est un fait et un élément de contexte important. Elle regarde sur le siège sa carabine enveloppée d'une couverture. Elle hésite.
mais laisse l'arme et ressort. Dehors, il fait lourd, comme si l'orage n'avait pas encore tout dit. Des nuages noirs s'accumulent non loin. Le vent souffle plus fort qu'hier. Les températures ont chuté. Pas normal pour la saison. Mais c'est la norme désormais. Parfois, elle se dit que ces gros nuages noirs, c'est tout le pétrole qu'on déverse ici et là. Au lieu d'écrire de la poésie, elle a chargé une carabine. Ça s'est peut-être joué à pas grand-chose. Elle presse le pas et va se mettre à l'intérieur. Le serveur, David, un jeune prêtre qui a décidé de changer de métier, la reconnaît et lui adresse un grand sourire. Il est sincère dans sa réaction, mais c'est à peine si elle le regarde dans les yeux. « Madame Bertrand, comment allez-vous ? Je commençais à m'inquiéter, ça fait longtemps. »« Bonjour, oui, je veux une part de tarte comme d'habitude. Et un peu de café. »« D'accord, je vous amène ça. Choisissez la table que vous voulez. Je suis content de vous voir. » Elle se glisse sur la banquette la plus proche. Elle aurait aimé aller dans le fond du restaurant, mais ça voulait dire traverser la salle. Elle voit tout juste le crâne chauve d'un homme plus loin. C'est parfait, ces banquettes-là. Ça donne de l'intimité. Elle regarde par la vitre, et là, une voiture traverse la ligne continue blanche, dérape, fait grincer un peu ses pneus, et vient se garer non loin de son 4x4. La musique est si forte qu'elle couvre presque la radio du restaurant à l'intérieur. 3 jeunes en sortent. Le conducteur jette une cigarette allumée dans le fourré. Un autre jette une canette de bière en direction de la poubelle, mais la canette n'atteint pas sa cible. Il la laisse au sol. Le troisième n'a d'yeux que pour son téléphone. Il montre à ses collègues une photo Instagram, une fille en bikini. D'une ville voisine. Il dit qu'il veut se la faire, qu'elle lui a dit non, mais qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Denise observe. Étrangement, elle est calme. La colère est vaseuse, tassée dans le fond. Les 3 jeunes rentrent. Ils ne disent pas bonjour, s'installent à une table juste derrière Denise. L'un d'eux a mis un clip de rap sur son téléphone. David va prendre leur commande. Il ne les aime pas trop, mais il fait son job. Puis il retourne derrière le comptoir et va servir la tarte et le café à Denise. Elle lui dit ceci. « Si ces types vous emmerdent, surtout dites-le moi. Je sais comment m'y prendre avec les sauvages. » David a un petit rire nerveux. Il ne sait pas quoi répondre. Lui sourit et retourne préparer la commande des 3 écervelés. Il jette néanmoins un regard à Denise. C'est pas net. Il le sent. Le type finit par arrêter son vidéoclip. Il se lève, dit aux autres qu'il va pisser, passe devant Denise qui le regarde s'éloigner. Elle ne touche pas à sa tarte. Elle n'a pas faim. Elle prend juste une gorgée de café. Elle oublie d'y mettre du sucre comme elle en avait l'habitude. Quelques minutes s'écoulent. La pluie, assez fine, devient forte et frappe les vitres. Il y a une lourdeur extrême dans l'air. Le ciel est si noir qu'on dirait presque qu'il fait nuit. Le type ressort nonchalamment, puis voit que la vieille le dévisage. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? Vas-y, baisse les yeux, vieille folle !» Il continue son chemin. Denise ne dit rien. Mais elle n'a pas flanché. Alors elle se lève lentement. Le type croit qu'elle vient à la confrontation. Mais elle ressort sans payer. David est en cuisine à discuter avec le cuisinier. Il ne la voit pas sortir. Les types rigolent, l'insultent. Denise traverse le parking. Il pleut des cordes à présent. L'orage promet d'être terrible. Elle déverrouille sa voiture, se rend compte qu'elle a oublié de fermer à clé. Elle reste un moment devant la carabine enveloppée, mais la pluie martèle le toit de la voiture et sa tête. Elle enlève la couverture et prend son arme. Un grand calme la gagne. À l'intérieur, les clients regardent le ciel noir et la pluie tomber. Personne ne fait attention à elle. Elle contourne le restaurant par la droite et va se poster près d'un fourré. Elle veut répéter ses gestes comme à la séance d'entraînement. Elle se dit qu'elle pourrait entrer, faire un carton plein. Mais on ne change pas ses habitudes de tir.
De là où elle est, elle voit les 3 types de profils à travers la vitre. La vitre n'a pas l'air très épaisse. Elle est à 15 mètres environ. Elle prend en joue le type qui est à l'épicé. La pluie est forte. Le vent souffle, mais ça va. Elle reste calme, concentrée. Oh, ils ne font pas attention à elle. Ils regardent le téléphone. Sans doute des filles en bikini. Oh, elle prend une bonne inspiration. Mais on n'entend pas son tir. Un bruit vient déchirer le ciel. Un éclair éblouissant aveugle tout. À l'intérieur, les clients et le personnel sont surpris. Ils se figent et regardent au dehors. Les jeunes, les 3 types, relèvent la tête, eux aussi. Par la fenêtre, ils voient un truc au sol, inerte. Denise, alias Derrick, n'a pas atteint sa cible. Mais la foudre, oui. Lâche un like si tu as aimé cette histoire. Et tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu peux aussi partager l'histoire autour de toi. Tu dois bien avoir 3 amis écervelés à qui partager ça. Ou une vieille aigrie. Ou un serveur reconverti. Gros bisous. Il est une fois un ado nommé Théo, assis à l'ombre en terrasse. Il n'écoute plus sa mère et son père qui parlent de la fin de mois et de l'argent du foyer. Il regarde du coin de l'œil la fille, Judith, à l'autre table. Il en est secrètement amoureux. Elle vit dans le quartier et vient un moment où elle dit « Koubarsi, il est trop beau. En plus, il a mon âge. » Koubarsi est l'un des défenseurs titulaires du FC Barcelona. À l'heure où nous écrivons, ce joueur n'a que 18 ans. Ce sur quoi le père de la fille dit d'un ton beauf à souhait. « Ouais, il est déjà millionnaire. On va voir combien tu nous ramènes, toi. » Théo a envie d'intervenir, de jouer au sauveur. Mais il ne dit rien et constate impuissant à quel point les adultes ne parlent que d'argent. Sa mère dit à son mari « Il faut que tu répares plus ce mois-ci. Hein. On a beaucoup dépensé là et pourquoi tu prendrais pas Théo de temps en temps? Tu lui apprendrais le métier. » Théo sort de ses rêveries. Il croise le regard de son père, hagard. « Bah, s'il a envie, avec plaisir. T'as envie d'apprendre la mécanique, fiston ? » Non, je sais pas, ça paye bien ? Son père lève bien haut les sourcils. « Dis donc, Théo, t'es pas un peu jeune pour penser à ça ? La mécanique, c'est une affaire de passionné. Quand j'avais ton âge, j'adorais réparer des trucs. » « Ouais, maintenant tu galères avec la thune, interrompt Théo. Et maman, elle te saoule tous les mois pour faire plus d'argent. Malaise à table. Même le père de la table d'à côté a entendu. Il est gêné. D'un geste réflexe, il lève son verre pour saluer l'autre papa et dit « Allez gosses, vous leur donnez à manger avec une cuillère d'argent, ils vous arrachent l'œil avec. » Judith regarde son père un peu honteuse, mais aussi surprise qu'il soit capable de poésie. Peu à peu, ils reprennent leur conversation respective. « Ah, désolé, papa, » dit Théo, qui est plutôt bon garçon. « C'est juste que... ouais, tout le monde veut la thune, quoi, comme dans la chanson. J'ai une idée pour faire beaucoup de thunes. Je vais poster une vidéo sur YouTube, et le titre, ce sera « Cette vidéo va faire 1 million de vues. » Les gens vont cliquer, c'est sûr, parce qu'ils sont tous obsédés par l'argent. Et aussi par le succès.
Ouais, ils voudront savoir. Et puis, ouais, c'est provocateur, c'est impertinent, c'est prétentieux même. Et qu'est-ce que tu raconteras dans ta vidéo? Dit la mère, un peu sèchement. C'est bien d'avoir des idées marketing, mais faut du contenu derrière. Si c'est vide, les gens vont se sentir arnaqués. Ils te le feront savoir. Ah, c'est pas important, dit Théo. Ce qui compte, c'est la polémique, justement. Si tu savais ce qui fonctionne sur YouTube, tu comprendrais. Attends, dit le père. T'es en train de me dire que tu vas proposer une vidéo juste pour inciter à cliquer, sans contenu derrière. Ouais, enfin pas vraiment, je vais trouver quelque chose à dire. Mais le titre et la couverture de la vidéo, c'est ce qui doit attirer l'attention, c'est l'essentiel. Le père boit une gorgée de sa bière. Il regarde sa femme, mi-amusée, mi-déconcertée, et peut-être un peu triste au fond. Je ne sais pas ce qui cloche dans votre génération, dit la mère. Vous êtes obsédé avec ce truc. Elle pointe le smartphone du doigt, un doigt terminé par un ongle rose, long et robuste. C'est pas la vraie vie, hein, YouTube. YouTube, maman. Pas YouTube. YouTube. Oui, bah peu importe. C'est une entreprise américaine en plus. Tu peux pas poster sur une plateforme française? Ah, tu comprends rien, maman, laisse tomber. Explique-moi alors. Qu'est-ce que ta mère, qui travaille depuis ses 16 ans au salon de coiffure, et qui te donne un toit et à manger tous les jours, ne comprend pas? Allez, dis-moi. T'énerve pas, chérie. Non, 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 j'aimerais vraiment qu'un gamin de 15 ans m'explique ce que je n'ai pas compris à la vie. Vas-y, fils, on t'écoute. On est tous là, présents, à t'écouter. Vas-y. À ce moment-là, l'autre famille se lève pour aller payer. La mère regarde son fils droit dans les yeux. Théo ne sait plus où se mettre. Alors voilà ce qu'on va faire, fils, dit la mère, dont la colère retomba un peu. Elle est du genre sanguine. Tu vas nous faire ta vidéo miracle. Tu vas la poster sur YouTube et tu nous rapporteras l'argent à la maison. Et quand ce sera fait, on en reparle. On verra si t'es plus heureux aussi. Bon, on y va, j'ai du travail. Le père a un sourire en coin. Il aime sa femme depuis qu'ils ont 19 ans. Il se rappelle encore le jour où il lui a proposé de voir un film au ciné. Un film en noir et blanc. Parce qu'il aimait les vieux films. Pourquoi? Parce que c'était des films lents, un peu chiants, et que de toute manière, ils allaient passer le film à s'embrasser. De retour à la maison, Théo s'enferme dans sa chambre. Il s'assoit à son bureau, jette un regard morne sur le poster de Naruto et les figurines qui ne le font plus vibrer. Il prend son smartphone pour scroller, mais il n'a plus de batterie. Il s'adosse sur son fauteuil de gamer et exhale un long soupir. Il sent poindre une émotion désagréable, comme une tristesse et une inertie. Il irait voir sa mère quelques semaines plus tard et lui dirait « Maman, je crois que j'ai une dépression. » Et sa mère répondrait « Une dépression à ton âge? Va sur le champ aider ton père au garage. Je veux plus te voir de la journée. » Théo réfléchit à sa vidéo. Il charge son smartphone. Il se demande s'il lui faut un set avec un bon micro, un éclairage tamisé, des mousses pour absorber l'écho. Il se dit qu'il pourrait utiliser une voix IA, des images IA et des scripts IA. Mais il repense à toutes ces vidéos tournées à l'arrache qui font le buzz. L'IA fait difficilement le buzz, se dit-il. Du moins, ça ne convient pas pour ce qu'il se propose de faire.
Il est à deux doigts de se demander pourquoi il veut faire une vidéo à 1 million de vues. De s'interroger sur ce besoin de renommée et de ses implications. Mais il ne s'y attarde pas et commence à écrire sur un bout de papier des idées. Idée numéro 1, ASMR débile, où je teste des friandises et des produits piquants, si possible en anglais, pour couvrir un marché plus gros, même si c'est plus compétitif. Idée numéro 2, me déguiser en fille avec une très grosse poitrine et faire des covers des chansons connues. Idée numéro 3, faire des vidéos de sagesse stoïcienne. Je mettrai un filtre pour me vieillir et ressembler à un vieux sage. Idée numéro 4, faire des vidéos où je réagis à d'autres vidéos qui ont déjà fait le buzz. Ça demande 0 effort. Idée numéro 5, raconter des true crime que je trouverai sur Reddit. À la 5e idée, il sent que ça ne va pas. Il repense à MrBeast, le youtubeur qui fait le plus de vues au monde, et se dit qu'il aimerait bien une équipe, un budget. Mais il ne se démotive pas pour autant. MrBeast a bien commencé petit. Il regarde ses comics qui sont alignés sur l'étagère et se dit qu'il pourrait parler de ses lectures. Mais c'est une niche, alors non. Il réfléchit ainsi jusqu'à tard dans l'après-midi. Son smartphone est rechargé, mais problème, il n'a toujours pas son idée. Tant pis, il ouvre l'appareil photo, fonctionnalité vidéo 4K, 60 images par seconde, et il se filme. Salut les gars, j'ai fait le pari avec ma mère que j'arriverais à faire une vidéo à 1 million de vues. S'il vous plaît, likez et faites tourner. Je vous follow back. J'ai rien de spécial à dire. Bon, merci pour votre aide. Il poste la vidéo sur YouTube avec le titre « Cette vidéo va faire 1 million de vues ». Puis il verrouille l'appareil et le laisse sur le bureau. Il sent une anxiété le gagner. Il veut déjà vérifier qu'il a des vues, des likes, des commentaires. Mais il a aussi peur de voir les résultats. Il prend son skateboard dans un coin, descend les escaliers et sa moquette immonde, referme à double tour et reste un instant sur le pas de la porte. Dehors, il fait une chaleur à crever. Tant pis, il veut aller loin d'ici. Il commence à skater doucement le long du trottoir désert. Seul un homme est en train de réparer des fils électriques au milieu de la rue. Le travailleur le voit et dit « Hé petit, pense à boire. Il fait une chaleur infernale. Eh, bonne journée. » Merci monsieur. En disant cela, Théo ressent une chaleur dans le cœur. Rien à voir avec le soleil qui accable tout cet après-midi-là. Il s'arrête à nouveau pour regarder l'inconnu perché sur son poteau électrique. C'est un inconnu, pourtant ces quelques mots lui ont fait l'effet d'un remède, sans qu'il se l'explique bien. Peut-être que parler aux gens fait du bien, tout simplement. Peut-être que c'est ce dont l'homme a besoin. Parler aux autres, relever la tête de l'écran, manger un peu, dormir 7 ou 8 heures, marcher, travailler aussi, pour éviter l'oisiveté et les pensées délétères. Théo va au hasard des rues pendant 2 heures. Maintes fois, il a le réflexe de mettre sa main à sa poche pour consulter son smartphone.
mais l'objet est à la maison. Il se dit qu'un jour, les hommes auront le smartphone branché au cerveau et que ce jour-là, les hommes seront totalement dociles. Théo ne le sait pas encore, mais il a l'imagination pour écrire des histoires de SF. Quand il revient chez lui, il court à sa chambre pour consulter les statistiques. Et là, surprise, la vidéo a fait plus de 100 000 vues. En quelques heures, incroyable. Mais il voit à la courbe des statistiques, que ça stagne désormais. L'ascenseur émotionnel le met presque KO. Il reste assis à son bureau, comme un vieil homme en maison de retraite, à peine capable de bouger le petit doigt. Sa mère revient un peu plus tôt à cause d'un rendez-vous décommandé. « Théo » dit-elle dans l'entrée. « Viens m'aider, j'ai des courses à ranger. »« Théo ?» Pas de réponse. Elle monte à l'étage, toque à la porte, qui n'est pas verrouillée. Elle pose une main sur la poignée et la porte s'ouvre lentement en grinçant un peu. Son fils a les bras ballants, collé à son fauteuil comme une bougie fondue. « Théo, qu'est-ce qu'il y a ? » « Ma vidéo a fait que 103 000 vues. Ça ira pas plus loin. » « Mais c'est super ! Que 100 000 vues, tu dis ? Tu devrais être content. » « Bah non, c'est loin du million. » »« Mais fils, on s'en moque du million. Ça n'a pas ça n'a pas d'importance. Vraiment. » Son fils pivote un peu sur sa chaise et la regarde. Il a envie de la croire. Mais il sent une lourdeur dans le cœur qui le cloue sur place, qui le mine. « Bon, et les commentaires ? » demande sa mère. « T'as lu les commentaires ? » « Ouais, pas tous. Il y en a qui sont sympas. »« Du genre ? » ?»« Bah, du genre, c'est génial, continue, on est là. »« Bah, tu vois, les gens sont derrière toi. Tu devrais continuer. »« Je sais pas. Il y avait aussi des haters, hein. »« Oui, bon, ça fait partie du jeu, mon fils. Il y aura toujours des mécontents. »« Ouais, mais ils ont raison quand même, hein. Je propose rien. C'est juste pour les vues. J'ai présenté ça comme un défi avec toi. Mais au fond, c'est des conneries. C'est pour faire l'intéressant. Ouais, je comprends que ça foute la rage à certains. Non, fils, ne tombe pas dans ce piège. Les gens se mettent en colère parce qu'ils sont amers. Quelqu'un qui est bien avec lui-même ne s'énerve pas pour si peu et ne prend pas le temps d'écrire des méchancetés. C'est du bon sens. Ta vidéo, elle vaut ce qu'elle vaut. Tu as fait l'effort d'apparaître face caméra. Moi, je pourrais pas faire ça. Je suis trop timide. Fais-en d'autres cette semaine. Et on en reparle, d'accord ? Une lueur d'espoir jaillit du visage de Théo. Sa mère, qui l'encourage, ça vaut tout l'or du monde. Alors, chaque jour, Théo poste plusieurs vidéos. Toujours sur le même concept, si tant est qu'on puisse parler de concept. Un défi avec sa mère, faire un maximum de vues. L'engouement est là, étrangement. Malgré la superficialité des vidéos. Encore que Théo s'aventure à raconter une blague au passage, dont une assez drôle. La plupart des personnes sont bien intentionnées et veulent aider cet ado à atteindre son objectif. Mais la fin de la semaine arrive et Théo constate que sa meilleure vidéo n'a fait que 146 000 vues.
Alors, il demande une explication à ChatGPT. Pourquoi ma vidéo YouTube ne fait pas 1 million de vues? Et la machine lui répond, premièrement, l'algorithme, tu ne l'as pas encore convaincu. Tu n'as pas gagné sa confiance. Théo se demande pourquoi il devrait gagner la confiance d'une machine. Mais il se dit que la machine est au service de l'humain. Alors, pourquoi pas? Il continue à lire. YouTube recommande une vidéo selon 3 critères principaux. Le CTR, Click-Through Rate, taux de clic. Si la miniature et le titre n'attirent pas, YouTube ne pousse pas la vidéo. Ça, Théo, il le savait déjà. Deuxième critère, watch time et pourcentage de visionnage. Ta vidéo est-elle regardée jusqu'au bout? Si les gens décrochent à 20%, YouTube arrête de la recommander. Il faisait des vidéos relativement courtes, donc plus de chances d'être vu en entier. Engagement, troisième critère, les likes, les commentaires, les partages, ajouts dans des playlists, abonnements après visionnage. S'il y a peu d'interaction, il y a peu de diffusion. Donc, une vidéo peut être objectivement très bonne, mais si les premières 24 heures ne montrent pas des signaux forts, elle est enterrée. Alors Théo, il se dit, j'ai quand même fait le boulot. Mais la machine continue. Tu parles peut-être à la mauvaise audience ou au mauvais moment. Il faut te poser des questions. Est-ce que ton sujet est universel, viral ou trop de niche? Est-ce que le concept donne envie avant même d'appuyer sur play? Ta vidéo est-elle calibrée pour l'algorithme ou pour une communauté qui sera fidèle? Mais là encore, il se dit que sa vidéo répond plutôt à ces critères. Il continue de lire. Si tu es encore un petit youtubeur, dit la machine, alors YouTube teste ton audience. Et souvent, le facteur chance existe. Mais l'algorithme favorise les créateurs réguliers, cohérents et stratégiques. Alors là, Théo, il se dit, c'est peut-être la malchance, ou tout simplement parce que c'est mes premières vidéos, il faut que j'en poste plus. Théo n'est pas très convaincu. La machine lui dit pourtant qu'il doit encore apprendre à jouer selon les règles invisibles de YouTube, et qu'il peut s'améliorer. Que ça ne veut pas dire que sa vidéo est mauvaise forcément. Alors Théo demande, si nous vivons dans une société qui consomme l'idiotie, si l'algorithme met en avant la médiocrité? La machine répond, excellente question. C'est une vraie bombe philosophique et culturelle, et la réponse est nuancée. Non, l'algorithme ne privilégie pas l'idiotie volontairement, mais il récompense ce qui fonctionne à court terme, ce qui peut souvent ressembler à de la médiocrité. Donc YouTube ne dit pas « Tiens, cette vidéo est débile, mettons-la en avant ». Ce que fait la plateforme, c'est « Tiens, cette vidéo a retenu les gens longtemps, ils ont cliqué, commenté, partagé, regardé encore et encore, poussons cette vidéo ». Une vidéo éducative ou philosophique peut percer si elle est bien racontée, bien rythmée et packagée intelligemment. Une vidéo bête mais divertissante, rapide et très cliquable peut aussi cartonner. Théo continue à lire. La machine lui explique que la médiocrité est plus simple à consommer. Regarder un short TikTok d'une blague sexiste ou une story time gênante,
Ça demande zéro effort cognitif. Ça crée une émotion immédiate, par exemple la colère. Et ça s'oublie vite, mais ça fait le job. L'idiotie se partage vite, car elle se consomme comme un snack. Le contenu intelligent, lui, demande de s'asseoir à table. Théo n'aime pas trop quand ChatGPT s'aventure à faire des métaphores, mais il continue à lire. L'intelligence peut gagner si elle est bien codée. Et là, ChatGPT donne des exemples de chaînes intelligentes qui prouvent que le contenu de fond bien pensé peut cartonner. La question c'est, peux-tu dire quelque chose de profond sans être chiant? Quand il termine de lire tout ça, Théo se dit que paradoxalement, tout ça est très chiant. Alors il va voir sa mère et lui dit « Maman, je crois que je vais faire une dépression. » Puis il regarde ses stats. La mère prend le smartphone dans ses mains, mais la vue des chiffres la rebute un peu, et elle ne sait pas trop ce qu'elle regarde. Théo l'observe, lève les yeux au ciel et veut lui reprendre l'appareil des mains. Mais elle lui dit « Laisse-moi une minute. Ces chiffres, c'est les vues pour chaque vidéo ?»« Ouais, bien joué, Einstein. » Il reçoit immédiatement une tape dans la nuque. Sa mère n'est pas précisément pour le châtiment corporel, mais c'est parti tout seul. Donc tu as fait 1 million de vues, même plus? Bah non, maman, j'ai fait au max 146 000 sur cette vidéo. Oui, mais si je compte bien, tu as au moins 10 vidéos comme ça, à plus de 100 000, donc tu as fait plus d'1 million de vues. Théo semble réfléchir un instant. Mais la joie ne monte pas. Sa mère fronce les sourcils. Elle a envie de le réconforter. Finalement, elle dit « Écoute, ça vaut 1 million de vues pour moi, fils. Et de toute manière, ça n'est qu'un jeu. C'est un défi, n'est-ce pas? Tu vas aller au garage de ton père, il a besoin d'aide. Ça te changera les idées. Ah, j'ai pas envie. En fait, c'est pas une suggestion ou une question, c'est un ordre, Théo. Tu vas pas finir comme tous ces jeunes, hein, déprimés alors que t'es dans la fleur de l'âge. La vie est belle si tu la laisses fleurir, tu comprends? La vie, c'est pas sur les écrans. Ces statistiques, c'est que du vent. Ça ne fera jamais ton bonheur. Le bonheur est dedans. Oui, j'ai parfois des fins de mois difficiles avec ton père, et alors? Au fond, on est heureux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a décidé. Parce qu'il y a déjà toute la joie dont on a besoin, dans le cœur. Tu peux choisir un beau métier, ça oui. Mais de toute manière, tu ne seras heureux que si tu vibres ici. Elle met une main sur sa poitrine. Son propre discours l'émeut un peu. Une larme stagne au bord de ses yeux. Écoute, fils, si tu veux vraiment faire de l'argent, ajoute-t-elle, va aider ton père. Il te paiera. Et tu pourras lui donner de bonnes idées. Les jeunes ont des idées que les vieux n'ont pas. Mais les vieux ont aussi quelque chose à leur apprendre. Peut-être que vous ouvrez un second garage, qui sait. Peut-être que vous recruterez d'autres gars. Et tu seras manager. Et si tu veux toujours faire des vidéos après ça, eh ben fais des vidéos sur la mécanique et les voitures. Les gens adorent ça. Et sur ces mots, les yeux de Théo s'ouvrent en grand. Une lumière vive brille au fond de l'œil, comme un moteur qui se remet en marche. Ainsi s'achève la fable de Théo et de la vidéo qui devait faire 1 million de vues. Cette vidéo ne fera sans doute pas 1 million de vues. Et c'est très bien comme ça. La morale de cette histoire, c'est que le bonheur est en vous. Ne laissez personne vous duper en vous disant le contraire. Ne le cherchez pas sur une plateforme
américaine. Ou ailleurs. Même si vous pouvez passer de très bons moments sur ma chaîne. Le bonheur est déjà en nous. Comment je le sais? Eh bien, je regarde en moi. Texte anonyme, retrouvé en terrasse du bar Le Crochet, à Paris. Sur la table figurait aussi une bouteille de vin rouge vide, une enveloppe contenant une feuille repliée vierge, une page A4 froissée, vierge aussi, et un livre intitulé Tao Te King. L'établissement n'a jamais pu remettre ses affaires à son propriétaire. Et un jour, je me retrouve devant un type à la moustache blanche d'un siècle révolu. Il est gêné. Son gilet à boutons d'or m'agace et me fascine. Il essaie de mettre les formes pour finalement me tendre une feuille blanche. Cette feuille vierge, même pas plissée ou froissée, c'est le testament de ma mère. Je le regarde droit dans les yeux et lui demande si c'est une farce. Mais il me dit « Non, monsieur, nous avons respecté scrupuleusement la volonté de votre mère. Elle a aussi laissé une lettre pour vous. » Bon, je vous le dis tout de suite, vous attendez pas à une histoire à suspense. C'est plutôt du registre philosophique, ou émotif, ou psychologique, enfin vous avez compris. Mais je crois que vous allez y trouver votre compte. Cette histoire, c'est peut-être la vôtre. Le bonhomme, moustache, peine à ouvrir son tiroir en bois, mais finit par y prendre une enveloppe scellée qu'il me tend. Il a envie de dire quelque chose, peut-être quelque chose du genre « Je suis désolé, cher monsieur, j'espère que cette lettre vous donnera quelques réponses. » Moi, j'attends pas. J'ai jamais eu beaucoup de patience, comme une sorte de nervosité anxieuse dans les tripes, comme si le temps pressait, parce qu'il joue toujours contre toi. Et pas qu'un peu. Voilà ma mère morte. J'ouvre la lettre devant lui, il pose sa main à plat sur le bureau, veut me freiner dans l'élan, me dit que je peux la lire en privé. Mais je lui dis que ça va et j'ouvre. À l'intérieur, une feuille repliée. Je la déplie. Le même blanc immaculé. Rien. Rien du tout, pas même une signature. Je souris, manque de rire à cause de la nervosité. Je lui montre le recto, puis le verso de la lettre vide. Il y a un silence qu'il s'empresse de rompre. Je vous assure que tout est en règle, cher monsieur. Nous respectons simplement la volonté des défunts. Je suis navré que votre mère ne vous ait rien laissé. Toutes mes condoléances, monsieur. Ma mère ne m'a rien donné. Elle a tout donné à l'église pour les pauvres. Je le dévisage, limite, je plisse les yeux à la Clint Eastwood, voyez. Je le fusille du regard. En cet instant, j'aurais voulu dégainer, régler son compte à qui aurait eu le malheur de croiser ma route. J'aurais préféré que ma mère me lègue un objet maudit, n'importe quoi, mais pas rien. Une feuille blanche, figurez-vous. Ah, elle doit bien rire, 6 pieds sous terre. Oh, elle doit ricaner. Ma mère a toujours été un peu commère, faut que je vous le dise. Mais ça, c'était quand je la fréquentais. Elle a peut-être changé avec l'âge. Je m'égare. Excusez-moi, c'est l'émotion qui chamboule tout. Ma raison ressemble à une série de quilles et l'émotion, c'est la grosse boule de bowling qui vient tout percuter, lancée prestement par un professionnel. Un strike, en somme. Il était clair que j'avais de la colère au fond. Que j'en avais toujours eu à l'endroit de ma mère, sans parler de mon père. Et cette nervosité anxieuse
n'est pas étrangère à cette colère, qui n'est autre qu'une boue qui bouillonne, se tasse au fond parfois, remonte souvent, brouille l'eau claire. Je ne crois pas que l'homme soit mauvais par nature. Je crois qu'il souffre, c'est tout, et que cette souffrance déborde au dehors. Paroles viles, actes farcis d'ignorance. Je le remercie d'un geste de la main, j'emporte mon testament vide et la lettre vide. Je repense à mon oncle qui a eu un fou rire à l'enterrement, comme s'il savait déjà. Il a dû s'éloigner, tellement il pouvait plus s'empêcher de rire. Il en pleurait. Cette histoire est burlesque, je vous le dis d'emblée. J'ai cherché dès lors la signification de ce testament vide. Comme une quête. Et cela, ça peut faire une bonne histoire, ne croyez-vous pas? La tension du narrateur qui cherche un sens à cette page vierge, un sens à son passé, un sens à la vie. Je suis d'abord allé au bistrot du coin. Un verre de vin, monsieur, je vous prie. Oh, mettez-moi la bouteille tant que vous y êtes. Ma mère est morte, monsieur, et je n'ai pas eu l'occasion de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et elle ne m'a rien laissé, pas même un mot. Rendez-vous compte, monsieur. J'avais envie d'entretenir mon mélodrame, qu'on me plaigne, qu'on me serre dans ses bras, qu'une jolie fille dépose un baiser sur ma joue. J'avais envie qu'on prenne soin de moi, je suppose. Après le deuxième verre, ça tanguait déjà. L'émotion couplée à l'alcool vous rappelle à quel point la vie est impressionniste. Je veux dire, par là, que j'avais une distance soudaine avec le bruit des pneus sur le pavé mouillé, les deux filles d'à côté qui commentaient la photo d'un jeune type, ou le chien qui me reniflait le bas de pantalon. Il m'aurait uriné sur la jambe que j'aurais pas bronché. J'ai toujours eu l'intuition que la vie était un jeu. Certes cruel, certes déroutant, burlesque, joyeux parfois, surprenant toujours, mais un jeu du début à la fin. Et ce jeu s'appelle la vie ou la mort programmée. Je sors le testament et la lettre vierge. Je les ai froissés. Ils sont déjà un peu moins vides. Je sens quelque chose derrière l'ego, le mélodrame dont je parlais plus haut. Un vide sans fin et sans fond. Croyez-vous qu'un sage, l'incarnation humaine sans ego, est possible? Croyez-vous que même les sages pleurent de joie ou de tristesse? Ce sont de vraies questions, les amis. Elles me viennent par vagues en cet instant. Je n'ai jamais su être un sage. J'ai eu beau lire des livres, jamais ça rentre en moi au point de s'incarner, vous comprenez? Épictète, Épicure, Marc Aurèle, ils ont tous essayé avec moi. Mais je reste ce lamentable citadin métrosexuel qui paie 85 € sa séance hebdomadaire de psy. Désolé pour l'ironie, mais quelque chose dans ma posture m'insupporte désormais. Mon cynisme n'est qu'une pathétique tentative de masquer mon spleen. Le cynique est bouffi de ma lettre. C'est pour ça qu'il est cynique. Pourtant, j'ai rien contre personne. Les gens font ce qu'ils peuvent. Comment on faisait avant les psys, avant l'avènement des baristas? Sans mon psy et mon café premium, je suis rien. Enfin, c'est ce que je croyais. Parfois, j'ai envie de me mettre une bonne gifle. Pour me réveiller ou me sentir vivant. Je crois que si je commençais la rando ou le jogging, je ne pourrais plus m'arrêter. Par peur de redevenir cette espèce de couillon consumériste, névrosé et dépressif. Mes tocs, mon trouble anxieux permanent. Avez-vous des tocs? Êtes-vous quelqu'un d'anxieux? Oh, je suis trop dur avec moi-même. J'ai été trop dur avec les autres. Je crois que la voie du milieu est la bonne depuis le début. Faut que j'aille un peu en campagne, quoi. Changer le lieu, changer le regard. Je ne peux plus vivre avec moi-même. J'étouffe dans mon identité, comme un col trop apprêté.
Le masque tombe. Crise de la quarantaine? Peut-être. Je ne crois pas. Et là, tandis qu'un clochard m'envoie son odeur fétide en pleine gueule, que je lui donne une pièce pour qu'il s'en aille, j'ai une révélation. Ce testament, ce n'est pas celui de ma mère. C'est le mien. C'est à moi de l'écrire. Merci maman pour ce don testamentaire, m'offrir la feuille pour écrire mes propres volontés. Quel cadeau! J'y vois l'ironie implacable de la vie. Mais j'y vois peut-être une issue philosophique. Peut-être que je dois mourir pour renaître. Dans un élan d'ivresse, j'interpelle un couple et leur dis « Tenez, mon testament, il a l'immense avantage de sa virginité. On peut le souiller comme on l'entend. Il est pour vous, tenez !» Ils ricanent. Ils ont 20 ans, se regardent, complices, histoire de dire « Mais qui est ce fou ?» s'embrassent langoureusement. Je lève mon verre, comme pour sanctifier leur union. Qu'ils sont beaux. À moins que ce soit le vin qui me fasse voir la vie autrement. Ou l'émotion. Ou la mort. Oui, je crois que c'est la mort. Quand elle frappe à votre porte, quand un proche meurt, quand vous êtes sur votre putain de lit d'agonie, alors vous savez. Et je vais vous dire ce que je sais, même si au fond je ne sais rien. Alors voilà les amis. J'ai compris que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Mon père un soir se barre. Je vois ma mère tenter de le retenir dans l'allée. Elle finit à genoux, meurtrie. Mais il part. J'ai 6 ans. Le souvenir est intact, comme une épée que je n'ai jamais pu retirer du socle. Ce socle, c'est mon torse, mon asthme. Ma blessure béante. Quand vous êtes gosse, vous cherchez l'union du père et de la mère, la sécurité de l'amour, l'amour de la sécurité. Quand ça se casse, vous pensez que vous valez rien, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne. Ma mère, elle a enchaîné sur une dépression. Elle vendait des encyclopédies sur la route pour survivre et pour nous nourrir. En fait, je crois que ma dépression a commencé dans la prime enfance. J'ai voulu prouver inconsciemment au père qu'il pouvait être fier de moi et revenir. J'ai pensé être un artiste comme lui. Et puis j'ai été protecteur avec ma mère et toutes les femmes qui ont croisé ma route. J'ai tenté de réconcilier 2 mondes incompatibles. J'ai fui. J'ai eu la peur chevillée au cœur. J'ai cru que travailler n'était pas bien. Que c'était abandonner sa famille, partir sur les routes, vendre des encyclopédies. C'était dans les années 90. J'ai eu tellement de haine pour mon père que j'ai oublié qui j'étais. Avez-vous oublié qui vous étiez? Alors je suis là, dans le Paris pluvieux, dégueu. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel. J'espère qu'elle ne vous emmerde pas trop du reste. Si vous vous endormez en lisant ces lignes, c'est déjà ça. Le bon sommeil, c'est important. Mon histoire est si banale. Ça pourrait être la vôtre, celui de votre frère, votre voisin, n'importe qui. Tout le monde souffre, à différents degrés, mais tout le monde souffre. Sauf les grands renonçants. Et encore, même eux doivent souffrir en silence, à l'abri des regards. Oh, il y a des histoires bien pires. Mais je crois que j'ai un truc à dire sur tout ça. Quelque chose qu'on a tenté de nous inculquer. Vous savez, ce truc du pardon. Dès que j'ai reçu ce testament vide, j'ai repensé à mon père, décédé quelques années plus tôt d'un cancer des poumons. J'ai envie de pardonner mes parents. Ils ont fait au mieux avec leur propre ignorance, leur propre souffrance. J'ai envie de me pardonner, de nous pardonner le temps perdu à ruminer la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité. Jadis, je jugeais tout le monde. Je jugeais même du temps qu'il faisait. Maintenant, j'ai moins envie de juger. Parfois, ça m'est totalement impossible. On fait ce qu'on peut, bordel. Comme si la bien-pensance était irréprochable. Mais je suppose que je suis en train de juger, n'est-ce pas?
Ah, si l'homme pouvait s'arrêter de penser, il retrouverait instantanément son cœur d'enfant. Je me vantais d'avoir la tête bien faite. Oh, j'en suis revenu. Mon esprit n'est qu'un amas de pensées compulsives et conditionnées, totalement inutiles, totalement toxiques. Je jure que ce n'est pas mon intelligence supérieure, ou alors que je meurs. L'homme sage se souvient que tout est bon, qu'on ne peut pas rendre ce monde meilleur. Ce monde n'est qu'un jeu. Alors modifiez les règles si ça vous chante. Bonne chance. Et puis on reviendra se réincarner quand vous aurez décidé comment jouer. Mon jeu à moi est désintéressé. Le détachement, voilà le Graal. Si seulement je pouvais en avoir rien à foutre pour 1 minute ou 2. Rien à foutre de ce faux moi. Il doit y avoir un malentendu, c'est pas possible. Monsieur, interrompt le serveur, puis-je vous demander de régler votre bouteille? Je le regarde avec les yeux larmoyants, fouille dans ma veste pour extraire la carte bancaire. Ajoutez donc un pourboire. Le vin est excellent. Le service aussi. Merci, monsieur. Dure journée, n'est-ce pas? Je lui souris. J'ai envie de lui répondre, mais ça ne vient pas. Il s'incline légèrement et repart. Monsieur, que je l'interpelle finalement. À votre santé. Je lève le verre. Il hoche la tête par complicité. J'aurais aimé dire quelque chose de plus profond, mais j'ai pas les mots. C'est peut-être déjà bien assez. Normalement, j'ai les mots, hein. J'aurais dû lui dire qu'on a tous des journées difficiles, tôt ou tard, ou qu'on finit tous pareil, qu'on est dans le même bateau. Ah, tant pis. Une idée saugrenue me vient. Et si ma mère avait été prise du syndrome de la page blanche? Oh, je n'ai jamais connu ça, mais je suis peut-être en passe de connaître ça. Je sors un stylo et j'essaye d'écrire par-dessus la feuille froissée et blanche du testament. Eh ben, rien n'en sort, juste un point au contact du stylo sur la page blanche. Oh, le clochard revient. Merde, que je me dis en mettant mon nez dans mon col de chemise. Pourvu qu'il passe son chemin. Mais il s'arrête, fouille dans son chariot de course pour personnes âgées. Je me dis qu'il a peut-être tué un vieux pour avoir ce chariot. Mes pensées sont si perverses parfois. Heureusement que je ne suis pas mes pensées. Il sort un bouquin tout fin et le pose sur le bord de ma table arrondie en marbre. Et là, il me dit d'une voix gutturale d'outre-tombe: « Tenez, monsieur, je crois que vous en avez plus besoin que moi. » Il n'attend pas ma réponse et s'en va péniblement. Je le regarde s'éloigner. Il traîne sa crasse derrière lui, comme une cape d'invisibilité, sauf pour le nez, c'est entendu. Je n'ose pas toucher le livre du doigt. Je le fais pivoter sur lui-même avec mon stylo. Le titre est dans le bon sens et je lis Tao Te King de Lao Tzu. Traduction de Stephen Mitchell. Et là, deuxième révélation. Le voilà, mon testament. Il est venu d'un homme qui n'avait pourtant rien à léguer. Un grand monsieur, ce clochard. Je n'aurais pas dû le juger trop vite. Oh, la vie c'est comme ça parfois. Je fais fi de la saleté et j'ouvre le livre au hasard. Il s'en dégage une odeur nauséabonde, mais cette odeur se dissipe dès que je commence à lire. Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse véritable. Maîtriser les autres, c'est force. Se maîtriser soi-même, c'est puissance véritable. Celui qui sait qu'il a assez est vraiment riche. Celui qui demeure au centre et embrasse la mort de tout son cœur vit pour toujours. Je
Je referme le livre. J'ai les larmes aux yeux, le cœur si gros. J'aimerais dire au monde combien je l'aime. Oui, je crois qu'au fond, j'aime les gens. Ma mère a bien fait de tout donner aux pauvres. Merci, maman. Je ne le méritais pas. Moi aussi, j'ai été absent. J'ai fui pendant des années. Et maintenant, tu es morte. Ce testament vide que tu me laisses, c'est aussi pour que j'écrive la lettre que je ne t'ai jamais envoyée. Peut-être que vous êtes en colère contre votre mère, contre votre père, ou même les deux. Peut-être qu'il y a eu trop de violence entre vous. Peut-être que c'est foutu. Mais peut-être que ça l'est pas totalement. Si c'est le cas, je vous souhaite le courage d'aller vers l'autre, d'avoir de la compassion, de pardonner, de reconstruire depuis zéro. La colère est moins dirigée contre l'autre que contre soi-même. C'est nous qui en souffrons le plus. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Je crois que rien n'arrête l'amour, pas même la mort. Moi, je vais cesser d'écrire. J'aurai les réponses quand je reverrai ma mère au paradis, quand on se retrouvera. Mais en attendant, je vais aller acheter des fleurs à côté. J'irai ensuite au cimetière, les déposer sur sa tombe. Je lui parlerai seul. Je lui demanderai ce que je n'ai jamais osé demander. Je t'aime, maman. Même si j'ai pas le souvenir de te l'avoir vraiment dit. Je t'aime. Trois soldats tiennent la position dans une région reculée. Ils sont surnommés les trois pistaches, car inséparables et amateurs de pistaches. Voici leur histoire, ou plutôt leur fin tragique. Il fait si froid, et ça dure depuis si longtemps, qu'on distingue mal le vert des uniformes. On pourrait leur tirer dessus, croyant qu'il s'agit de l'ennemi à l'uniforme marron. Ils sont là, blottis l'un contre l'autre, adossés au talus qui borde la route verglacée. En face, un champ, et au loin, un petit bois. Un bruit attire leur attention, charrié par le vent glacial. « Là-bas !» dit le mince, qui a 23 ans. « Vous le voyez ?» Le muet, qui a 20 ans, ne dit naturellement rien. Dans son regard, on voit l'épuisement. Il voit à peine l'animal, qui garde ses distances, mais qui s'est quand même aventuré hors du bois. « Si les biches n'ont plus peur de nous, » dit le pessimiste qui a 19 ans, « c'est que c'est la fin. »« Ah, dis pas d'ânerie, » dit le mince en grelottant à cause d'une bourrasque encore plus forte. « On est toujours là, en poste. C'est beau. On nous a envoyés à la mort. Regarde le muet. Il va nous lâcher. Après ce qu'on a fait, on le mérite. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on le mériterait? Joue pas au con. On n'a rien fait pour ces filles. Un silence s'installe. Le muet n'est pas sourd. Il a entendu. Mais il connaît le pessimiste de longue date. Et puis, il ne peut pas se permettre d'y penser. Ça demande trop d'efforts d'être en colère. « On nous a dit de rester là, » dit le mince.
de canarder. Alors c'est ce qu'on fait, parce qu'on est des soldats. Le reste, ça nous regarde pas. Et on a été fous, l'interrompt le pessimiste. Ce n'est pas l'état-major qu'il faut blâmer, c'est nous. Les fous qui obéissent aux fous sont les plus fous. Et on aurait dû intervenir à Rousset. Maintenant ferme-la, le mince. J'ai trop froid. Justement, faut qu'on parle. On n'a qu'à en parler de ce qui s'est passé. Le muet souffre plus que nous parce qu'il peut pas parler. Il peut même pas utiliser ses mains. T'es un brave, le muet, tu m'entends? Oui, je sais que tu m'entends. Sur ces mots, nouveau silence. La nuit promet d'être rude. Peut-être la dernière. Il faudrait allumer un feu. Faudra choisir au hasard. Lancer la pièce sera un supplice. Regarder si c'est pile ou face sera un supplice. Et faire le feu sera un enfer. Eh, dit le pessimiste en donnant un léger coup de coude au muet. Eh, réveille-toi. Ouvre l'œil. Il tourne un peu la tête pour mieux voir son ami. L'homme est blême, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. La buée ne sort plus de sa bouche. Le muet est mort, dit le pessimiste. Il est mort. Nouveau silence. Les deux autres sentent le chagrin monter. Puis l'envie. Le muet est au chaud désormais. Pas en enfer, mais s'il fait aussi froid au ciel, alors c'est que ce n'est pas le paradis. Heureusement que t'es pas mort, toi, dit le mince. Sinon, à qui je parlerai? Le pessimiste tourne la tête vers lui, les sourcils froncés, stupéfait. Il voit une larme sortir des yeux du mince, couler un peu le long de la joue et se figer au milieu de sa course. Le pessimiste regarde devant lui à nouveau. Ils gardent tous deux le silence longtemps, jusqu'à la nuit venue. Leur ami est mort. Le mince finit par sortir une pistache qu'il tend au pessimiste. Il ne leur en reste que 3. Ils se partageront celle qui était destinée au muet. Le pessimiste prend une pistache. Ses mitaines sont couvertes de givre. Il porte la pistache à sa bouche. Ça fait du bien, mais ça fait mal. Déglutir est une souffrance. Je vais faire le feu, dit le mince. Je vais faire le feu. Laisse tomber. Ça va pas prendre. Le bois est trop humide. Même avec l'essence, ça prendra pas. Reste collé. Faut qu'on reste collé. La relève devrait arriver. Le mince essaye de bouger un orteil. Il y arrive à peine. Le cuir de ses chaussures est tout craquelé. Ses grosses chaussettes lui semblent aussi fines que la soie. Il n'a plus la force de parler. Il se blottit contre le pessimiste, un peu plus. Il a envie de dire quelque chose sur le muet, ou d'évoquer un souvenir. Quand il jouait aux boules sous les pins. Ça, c'était le bon vieux temps. Il y avait des filles et du vin. Le muet était amoureux, et c'était bon de voir son visage rayonnant. Le mince revoit ce visage, et ça le réchauffe un peu. La nuit tombe, on ne voit rien que la lune, le ciel nuageux. Le pessimiste tremble fort, claque des dents. Le mince fait l'effort de passer un bras derrière sa tête. C'est la fin. Putain de guerre.
On devrait tuer des hommes. On devait tuer des hommes. Pas combattre le froid. Putain de guerre. Le mince ne dit rien. Faut pas renchérir. C'est trop tard. La parole ne sert plus à rien. Là où ils vont, les mots n'existent pas. Cette fois, il le sait. Lui qui est plutôt optimiste. Les autres ne sont pas venus. Il tourne un peu la tête. Et là-bas, il croit voir un convoi. Un char qui ouvre la marche. Son cœur bat plus fort. Là-bas. Ils arrivent. Ils sont là. Mais le pessimiste a cessé de trembler. Son cœur vient de lâcher. Le mince ne s'en rend pas tout de suite compte. Le char, le camion de ravitaillement et les 4x4 derrière font comme du surplace. De longues minutes s'écoulent. Le convoi n'arrive pas. C'est le froid qui lui joue des tours. J'ai eu une hallucination, je crois. Le pessimiste. Tu m'écoutes? Il lui met un coup de coude. Mais rien. Le mince déglutit. Cette fois, la tristesse est là. Dans le cœur, mais aussi la poitrine, la tête. Il repense à la biche qu'il aurait pu abattre. Ou peut-être pas, vu la distance et sa condition. Il commence à rêvasser. Il repense à son enfance, au fromage qu'il prenait le matin vers 7 heures, avant de se rendormir à même le sol, à côté des croûtes de fromage qu'il n'aimait pas. Il repense au jour où il s'est engagé. Il y avait foule devant la mairie. C'était une belle journée. Tous les types étaient contents de partir à la guerre, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre, ce que ça implique. Comme s'il s'agissait d'une escapade entre amis. On s'en va quelque temps jouer aux soldats, on reviendra. Très peu sont revenus. Un sourire se dessine sur ses lèvres. L'absurdité de la situation est telle qu'il a presque envie d'éclater de rire. Il se contente de ricaner. Le vent souffle fort. Il vient lui lacérer le visage. Il tourne un peu la tête. Ses amis sont des statues de givre et de neige. Il songe au village qu'ils ont pillé il y a 13 jours. Il y a eu des viols. Il n'a pas participé, mais il n'a rien fait pour les empêcher. Il s'en veut. Il s'en veut terriblement. Peut-être qu'il mérite son enfer. Il se dit que tout ça, c'est de la faute des mâles. L'homme mâle est devenu une aberration. Il pousse un cri dans la nuit, un cri de rage. Puis il est pris d'une quinte de toux épouvantable. Il repense ensuite à cette jeune blonde qu'ils ont souillée. Ça aurait pu être sa sœur ou sa mère, une amie, sa propre femme. Il aurait pu intervenir. Il avait le fusil en main. Le muet et le pessimiste auraient suivi. Le mince meurt dans la nuit. Le lendemain, la relève arrive. Le lieutenant ouvre la marche, il est à cheval. Il s'arrête à leur hauteur, l'animal est épuisé. Il observe une minute de silence, puis dit « Soldat, mettez-les à l'arrière. » Le soldat sort de son 4x4. C'est à cause du lieutenant, qui aime aller à cheval,
qu'ils ont mis autant de temps à venir. L'homme se penche, tente de tirer le mince à soi, mais il est collé aux deux autres. Un autre soldat vient l'aider. Mais rien à faire, les trois sont indécollables. Après 5 minutes à bousculer les corps inertes, le lieutenant déclare : « Laissez-les. On attendra le dégel. Leurs corps seront bien conservés grâce au froid. En route !» Le lieutenant donne 2 coups de talon et le cheval trotte le long de la route enneigée. Les soldats restent un moment à contempler les corps. Ça aurait pu être eux. « Allez, on y va, viens !» dit l'un d'eux. Mais l'autre reste sur place. « Laisse-les !» insiste-t-il. « Là où ils sont, c'est le paradis. Allez, viens !» Le soldat, resté à les observer, envoie un crachat sur le côté et essuie la morve qui coule le long de son nez. L'autre attend au volant du 4x4. Il s'installe côté passager, le regard vide. Quelque chose vient de mourir en lui. Il n'a que 18 ans. L'homme était blême, blanc comme un cierge de Pâques, dit la chanson, comme si le sang échaudé s'était évacué par les vannes. Un ventilo tournait au plafond, son séant reposait sur le bord du siège, et son âme venait d'expérimenter la nuit noire de l'âme. La nuit dernière n'avait été que tremblement et sueur. Le docteur ouvrit la porte. Le client précédent, une vieille dame qui ne se remettait toujours pas de la mort de son époux, tentait de prolonger la consultation sur le seuil. L'homme blême se leva, jeta un regard noir à la vieille. « C'est mon tour, pensait-il. Dégage, mes problèmes sont foutrement plus importants. » Mais cette voix en lui était faible, comme l'écho d'un mort. Oh, la peur était au premier plan. Elle avait accaparé tout le scénario. C'était devenu un monologue. « Entrez, monsieur. » L'homme blême passe à la porte, l'échine courbée. Un affreux toc se déclencha. Il serra la mâchoire, plissa les yeux et expulsa l'air par les narines. Il avait l'anxiété chevillée au corps. Le médecin referma derrière lui. L'homme blême se laissa tomber dans le fauteuil. « Dites-moi ce qui vous chagrine, cher monsieur. » L'homme parut indisposé. Chagrine n'est pas du tout le terme, pas le moins du monde. Il déglutit et dit : « Je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur. Je ne me reconnais pas dans la glace. J'ai peur. Je ne peux pas dormir. Je crois qu'une entité maléfique s'est emparée de mon esprit. Peut-être parce que je ne vais plus à l'église. Aidez-moi, docteur, je vous en supplie. » Les tocs surgirent avec force. Le médecin eut une pensée saugrenue. Pourquoi ne pas aller voir un exorciste, alors ? Mais il joignit ses mains et, avec autorité, tenta de calmer son patient. « Même si vous ne pensez plus dormir, je vous assure que vous dormez, cher monsieur. Les entités maléfiques ne sont pas de mon domaine d'expertise. Si ça peut vous rassurer, je ne vais plus à l'église non plus. Et aucun démon ne m'a sauté dessus. Vous vous y rendiez souvent, à l'église ? Tous les jours. Et vous avez arrêté du jour au lendemain ? Oui, docteur, quand ma femme est morte. Pourquoi cela ? Je ne sais pas. Je suppose que c'était elle qui m'emmenait à l'église et j'ai peur, docteur. Et je ne sais même pas de quoi j'ai peur. Je vois. Croyez-vous en Dieu, cher monsieur ? Je ne suis pas sûr.
Ma femme était mon Dieu. Le docteur observa un silence. La phrase était terriblement poétique, effrayante, mais aussi noble. Je vais vous parler franchement, cher monsieur. Êtes-vous prêt à écouter ? Vous n'allez pas me donner des médocs, docteur ? Je fais des insomnies immondes, j'ai besoin de pilules. Quelque chose de fort, voyez ? Non, vous avez besoin d'écouter. Êtes-vous prêt ? Pas sûr, mais un médecin soigne aussi par les mots. Alors, je vais vous le dire. Le docteur enleva ses lunettes et se frotta bien fort les yeux. Il était harassé. Trop de patients. Souvent la même rengaine. Pas de vacances depuis 1 an. Sa femme qui le questionne le soir venu parce qu'il rentre trop tard. Elle sait au fond de lui qu'il ne prendra jamais sa retraite. Son fils lui adresse tout juste la parole. Le médecin aussi avait ses soucis. Alors voilà, cher monsieur. L'homme maîtrise l'art du mélodrame comme aucune espèce. Vous aviez un pilier, votre femme, et une routine, l'église, entre autres. À son décès, tout s'est effondré. Vous expérimentez une perte d'identité. Votre ego est en souffrance. Vous êtes déboussolé. Vous avez des amis, monsieur ? Pas que je sache. L'homme blême était encore plus déboussolé. Le médecin leva les sourcils bien haut. Écoutez, vous devez avoir une bonne idée sur la question. Avez-vous une vie sociale au moins ? Non, docteur, les gens me font peur. Non, ce ne sont pas les gens qui vous font peur, monsieur. C'est vous qui en avez peur. Comprenez-vous la différence ? Non, je ne comprends pas. Eh bien, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le regard qu'on porte sur elles. Belle phrase d'Épictète. C'est votre perception qui vous emprisonne et qui vous ronge. Vous devez faire votre deuil, voilà tout, et sortir autant que vous le pourrez. Faire le marché, aller au bar, prendre une suze. La vie continue que vous le vouliez ou non. L'homme blême dévisagea le docteur, choqué. Manquerait plus que le docteur lui dise que la vie continue avec ou sans sa femme. Mais le patient craqua et ses yeux s'imbibèrent de larmes. Il regardait le médecin, implorant. « Aidez-moi, docteur !» criaient ses yeux. De gros sanglots commencèrent à mouiller sa chemise blanche. « Je suis là pour vous aider, » reprit le docteur inflexible. « Mais si vous ne voulez pas guérir, personne ne pourra rien pour vous. Vous êtes en plein deuil, et vous devez accepter l'inacceptable. Vous êtes au courant que vous retrouverez votre femme au paradis, cher monsieur. Mais en attendant, il faut faire le dos rond et vivre. Il faut du courage. Croyez-vous que votre femme aimerait vous voir ainsi ? Le docteur marqua un silence. Manquait-il de tact, d'empathie ? Cet homme n'avait-il pas plutôt besoin qu'on l'écoute, qu'on lui donne un cachet ? Vous êtes dur, docteur. Je ne sais pas quoi dire. Ma femme était tout pour moi, 50 ans de mariage. La vie n'a aucun sens sans elle. Mais la vie n'a aucun sens de toute manière, monsieur. C'est pour ça qu'elle est la vie. La vie existe pour permettre à chacun de créer comme il l'entend, ne croyez-vous pas ? La vie est comme un bol, pour prendre une métaphore. C'est le vide, à l'intérieur, qui permet le contenu. Elle a le sens qu'on lui donne. Et vous trouverez du sens à nouveau. Vous irez mieux. Vous retournerez à l'église, prier pour votre femme. Vous ferez des rencontres amicales sans précédent, si vous le souhaitez. Et un jour, vous serez guéri. Et un jour, vous guérirez les autres, par votre expérience ou votre simple présence. Monsieur, nous mourrons tous, riches, pauvres, avares, saints, vils.
nous retournons tous à la source. Ne craignez pas de perdre votre identité, cher monsieur. Vous avez déjà vécu sans cette identité, sans ces repères, il y a longtemps. Oh, docteur, vous êtes dur. Vous êtes dur. Je ne crois pas que la tristesse en ira. Ma femme était tout pour moi. Le médecin eut envie de lui demander s'il en était bien sûr. Mais il se leva, prit un mouchoir et le tendit à son patient. L'homme blême le prit et se moucha dedans, bien fort. « Je vais vous donner des cachets, » reprit le docteur. « Ça vous aidera à dormir. Sans sommeil, on ne peut pas fonctionner ici-bas. Revenez me voir dans une semaine. Prenez rendez-vous à la réception. » Le médecin écrivit à la va-vite, tendit le papier et raccompagna l'homme, abattu, jusqu'à la porte. Là, sur le seuil, il lui dit « Toutes mes condoléances, monsieur. Vous vous en remettrez. Tout ça sera bientôt derrière vous, je vous l'assure. » L'homme blême disparut dans le couloir, comme une ombre sur les murs vernis. Une semaine plus tard, l'homme blême s'était empressé de trouver une pharmacie. Il avait emporté les cachets comme un trésor. La nuit suivante fut bonne. Il s'endormit rapidement et se réveilla le matin avec l'agréable certitude d'avoir trouvé le bon traitement. Un remède. Il avait compté les jours pour revoir le docteur, pour le remercier chaleureusement. Mais une chose le troublait. Il eut son rendez-vous. « Docteur, dit-il, je ne saurais trop vous remercier pour le médicament. Ça a fait un effet tout de suite. Je dors comme un bébé. En journée, j'ai des moments de profonde tristesse, ça oui, mais j'observe simplement l'émotion. Et j'arrive plus ou moins à gérer. Je suis même sorti au bar. J'ai parlé à des gens. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne rumine plus mes idées noires comme avant. Mais, voyez-vous, je crois qu'il y a un effet secondaire aux médicaments. Je n'en suis pas très sûr. Je crois que... que je ne sais plus juger qui que ce soit. Oui, je ne peux plus juger les gens. Je ne peux plus juger les situations. Rien. J'ai peur de perdre mon sens du jugement, vous comprenez ? C'est intéressant, monsieur. Mais ce n'est pas un effet secondaire. Vous en êtes sûr ? Maintenant, c'est comme si je ne pouvais tout simplement plus. C'est comme un handicap physique. Ce n'est pas une pathologie. C'est souvent un signe de transformation, c'est positif. Alors d'abord, il y a la maturité. Hein. Plus on comprend que chacun agit selon son histoire et ses blessures, moins on a envie de trancher entre le bien et le mal. Du moins, pas trop vite. On est moins manichéen, voyez ? Puis on finit par savoir que le bien est caché dans le mal, et le mal dans le bien. Mais parfois, c'est un événement tragique, un deuil, en l'occurrence, la perte de votre épouse. Ça aurait pu être une maladie. On se rend compte qu'il y a plus urgent que de juger, qu'il faut vivre. Or, on ne peut pas vraiment vivre en jugeant, qu'en pensez-vous ? L'homme blême ne répondit rien. Alors le médecin continua. Mais il y a aussi le fait d'avoir commis soi-même des erreurs, et précisément ce qu'on critiquait jadis. On se retrouve dans la peau de celui qu'on jugeait. Et l'orgueil tombe d'un coup. Et ça fait du bien. Vous avez de l'empathie, monsieur, voire de la compassion pour les autres. Vous êtes conscient de vos zones d'ombre. Plus on se connaît, plus on sait qu'on n'est pas mieux que les autres. Certains en arrivent là aussi par la religion. Alors peut-être que l'Église vous a aidé, ou la sagesse des anciens. Apprendre à voir les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Vous avez aussi constaté que juger abîme plus souvent qu'il ne répare. C'est une chance, monsieur. Vous n'avez pas besoin de juger. Vous n'avez pas besoin du jugement. Et donc ce n'est pas que j'ai perdu quelque chose.
Non, vous avez juste lâché un poids que la plupart portent toute leur vie. Vous êtes béni, monsieur. Mais alors, qu'est-ce que je fais de cette neutralité? Eh bien, vous la vivez. Pour écouter, comprendre, décider, sans condamner. Vous n'êtes pas devenu indifférent. Vous êtes juste plus lucide. Vous êtes guéri, monsieur. Oh, c'est grâce aux médicaments. Merci, docteur. Sans un vrai sommeil, je n'en serais pas là. Avez-vous regardé ce que contenait ce médicament? Non, j'ai simplement suivi vos consignes. Une pilule chaque soir, 30 minutes avant de dormir. J'aurais dû regarder. Le docteur marqua une pause, se leva et alla se servir un verre d'eau. Le patient voulut ajouter quelque chose, mais s'abstint. Soudain, le médecin se retourna et dit tout de go. Ce médicament n'était rien qu'un placebo. Il ne contient pas de mélatonine, ni rien pour vous faire dormir. C'était un leurre. Vous vous êtes guéri par la seule force de votre esprit, monsieur. À ce moment-là du rêve, le vieux Émile se réveilla en sursaut. Il se mit sur son séant, chercha sa femme de la main, mais l'oreiller était froid, vide. Il sentit l'anxiété déchirer sa poitrine de part en part. Il posa une main sur son cœur. Son ego agonisait. Il tenta de reprendre son souffle. Puis d'un coup, comme un bagage trop lourd qu'on laisse à même le trottoir, il ne ressentit plus rien. La peur s'était envolée. Il regarda le crucifix en face de lui et cette phrase gravée dans le bois. La vérité vous rendra libre.